Bonjour les amis. Aujourd'hui, j'ai la grande joie d'accueillir dans l'espace présence Salomé Selouk. J'ai rencontré Salomé à l'occasion d'une traversée de ma découverte de l'univers cétogène, de l'alimentation cétogène il y a quelques mois. Salomé est une référence par rapport à l'alimentation cétogène et j'ai découvert au-delà de ça tout un univers, toute une sensibilité. Salomé, c'est un phénix, ou bien on pourrait dire une fleur de lotus, qui a pu se déployer dans un environnement plutôt sombre, marécageux, et devenir une magnifique fleur qui vient éclairer, qui vient illuminer. Je vais laisser la parole à Salomé tout de suite et on va aller dans cette rencontre en présence de Salomé Selouk. Bonjour Vanessa, bonjour à tous qui est présents sur cette chaîne. Je suis évidemment honorée d'être invitée, comme partout lorsque je le suis, car effectivement, je partage beaucoup, je donne de mes compétences professionnelles en tant que naturopathe. J'ai aussi beaucoup donné en tant que Salomé Selouk à travers mon ouvrage, à travers ce que je peux partager à droite et à gauche sur les interviews. Mais je suis toujours subjuguée par le fait qu'on vienne plus s'intéresser à moi. Donc merci pour cette merveilleuse introduction qui me touche énormément. Bonjour Salomé, en tout cas, je suis vraiment très touchée d'avoir ce temps avec toi parce que tu es venue rejoindre beaucoup de choses en moi, ta manière d'être au monde, de diffuser ton message multiforme, j'ai envie de le dire comme ça. Il y a tes compétences, bien sûr, mais il y a l'être que tu es, le chemin que tu fais. C'est précisément ça qui m'intéresse dans l'espace présence aujourd'hui, c'est le chemin des humains. Alors pour commencer, j'aurais bien envie que tu nous parles des yogis, du maître yogi que tu es devenu et des petits yogis qui sont les personnes de ta communauté, les personnes qui te font confiance, qui te suivent, qui t'écoutent. Dis, qu'est-ce que c'est qu'un yogi pour toi et Oui. comment ça fait le lien avec les yogis de ton environnement, de cette communauté qui grandit et que tu viens nourrir de plein de manières? Alors, un yogi, c'est une personne qui possède une sorte de double personnalité. En fait, cette première personnalité, c'est tout ce qu'elle est d'un point de vue éducatif, c'est-à-dire ce sont les filtres et c'est le passé, c'est-à-dire les traumas, l'éducation, les fausses croyances. C'est vraiment ce qu'on a imposé à la personne de penser et de croire pour agir, pour la pousser à croire qu'elle est libre, alors qu'en fait, elle est soumise à tout ce passé. Et il y a une deuxième facette de personnalité, et c'est cette facette qui l'amène vers moi, c'est ça doit changer. Je dois penser autrement, je dois inverser la pyramide, je dois casser avec les codes, je dois couper avec les liens toxiques. Et il y a souvent un aller-retour entre ces deux personnalités parce que on lâche des choses du passé pour aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas, et donc souvent on a du mal et on est entre les frontières. Je parle souvent de frontières dans mon livre avec le Styx, justement, c'est passer de l'un à l'autre. Et c'est pas sans danger de passer de la vie à la mort, du passé au futur. Et le présent au milieu ne dure qu'une seconde. Et c'est là qu'on est le mieux, mais c'est dur d'y rester. On est souvent renvoyé dans le passé, hein, on a peur, ou alors on se projette dans l'avenir. Je l'ai été moi-même, évidemment. Cette personne emplie de peur, de fausses croyances. Et la mort m'a touchée dans ma vie. J'ai perdu ma maman. Et c'est elle qui m'a fait basculer dans ce Styx, justement, donc entre les deux, le passé et le futur. Et pour moi, il n'y avait plus de futur si elle n'était pas là. Donc, je restais bloquée là, à cette frontière, à attendre de mourir, à cesser de m'alimenter, puisque j'ai souffert d'anorexie pendant 10 ans. Et puis, l'alimentation cétogène a redonné du sens à ma vie, parce qu'elle m'a redonné la santé. Et en m'ayant redonné la santé, elle a fait revivre chez moi cette passion pour l'autre et la santé pour l'autre. Donc moi-même, parcours de yogi, je suis venue un maître yogi. Alors c'est pas moi qui me nomme maître yogi, on m'a nommé maître yogi et du coup c'est resté parce que du coup j'accompagne maintenant des gens qui cherchent à améliorer leur santé, leur alimentation, à casser leurs fausses croyances, à oser croire en eux, à s'accorder du temps, à être égoïste. Aujourd'hui, l'être humain et la femme surtout est beaucoup trop serviable. Et moi, je pense qu'il faut mettre les points sur la table et penser d'abord à soi. Et donc, j'accompagne des personnes, des âmes, comme tu les appelles, et je les amène à aller vers cette deuxième personnalité pour qu'elles ne fassent plus qu'une avec elles et que le passé, l'éducation et les fausses croyances ne soient plus qu'un souvenir. Et donc, la communauté qui me suit se nomme Yogi parce que bah, c'est comme ça que je vois la vie en fait. On est sur Terre et on nous remplit de choses
Et après, à nous d'en faire le tri, mais ça demande un gros effort. Et mon rôle sur Terre, c'est d'aider à aller vers cette personnalité qui, pour moi, est le moi profond, qui on est vraiment, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut devenir. Oui, merci, hein. C'est donc la bascule finalement, c'est la mort de ta mère, Oui, de cette femme qui a été, si importante pour toi dans ta construction. oui. J'imagine à ce moment-là, ta terre flanche, quoi, ton équilibre flanche complètement. C'est ce qui a fait l'entrée dans l'anorexie pour toi ou ça a commencé déjà avant, cette vulnérabilité finalement qui était sur le fil? Alors, cette vulnérabilité a toujours été là. Ce n'est que lorsqu'elle est décédée que j'ai pris en pleine face cette immense fragilité que j'avais. Mmh. Toute ma vie, j'ai fait de l'anorexie, mais pas assez franche pour être décelée. C'est-à-dire que dès que j'étais petite avec ma mère, je m'alimentais plus, mais j'étais pas séparée d'elle très longtemps. Quand j'allais à l'école, j'avais d'énormes maux de ventre avec des vomissements. Je me faisais vomir parce que j'avais peur. Donc il y avait une énorme anxiété chez moi qui était apaisée en sa présence. Et du coup, ça allait, ça venait, ça allait. On savait que Salomé était anxieuse, on savait que Salomé avait toujours mal au ventre, on savait qu'elle avait toujours peur de tout. Mais le jour où elle est partie, c'était même plus avoir peur de tout, c'est ne plus trouver de raison de vivre. Ça fait comme une ouverture, comme un gouffre, hein. Il y a le gouffre qui s'ouvre. On pourrait dire qu'à partir de là, tu commences à traverser, hein, c'est comme la traversée, tu parlais du Styx, c'est Ouais. marrant parce que c'est quelque chose, heu, qui m'a beaucoup accompagnée ces dernières semaines, cette traversée, hein, qui est régulièrement là dans ma manière d'accompagner, le passage initiatique que l'on traverse tous. On pourrait dire que cette traversée sombre, hein, douloureuse est vraiment, dans cette noirceur que tu es obligé d'aller te rencontrer, dans une forme de mort à toi-même, en fait. Oui, c'est exactement ça et de toute façon, physiquement, il y avait cette forte volonté, de pouvoir, observer mon squelette. Qu'est-ce que je suis concrètement? Il y a jamais eu de volonté de maigrir pour la beauté. Chez moi, ça n'existe pas. Il y a jamais eu cette volonté comme certaines personnes. On m'a souvent dit, les personnes que j'accompagne, il y a des personnes qui m'ont dit, quand elles n'arrivaient pas à perdre de poids: «J'aimerais être anorexique». Mais l'anorexie n'est absolument pas une maladie pour perdre du poids, pour être bien dans son corps. C'est une maladie qui veut qu'on se détruise, qu'on disparaisse, qu'on fasse peur. Ouais. Moi, j'avais cette profonde envie de faire peur parce que j'étais tellement en colère contre la vie, que je voulais que ça se voie et j'ai pas un visage, très méchant. Mon prénom, signifie la paix, donc j'ai jamais voulu la guerre, mais du coup, je l'imposais de par ma présence cynique et à la fois cette volonté un poteau, d'être, irreconnaissable, enfin, il y a vraiment une dichotomie entre vouloir faire peur et vouloir disparaître. Parce qu'on peut pas disparaître quand on veut faire peur, c'est pas possible. C'est Mmh. qu'on sort des codes et c'est qu'on devient visible. Mmh. Donc il y avait, bah, encore une fois, hein, cette lutte pour la vie et cette lutte pour la mort. De toute façon, je sais que pendant 12 ans, ça a été ça. Ça a été: «Je veux mourir, non, je veux vivre. Je veux mourir, non, je veux vivre» et du coup, l'anorexie, remplit très bien ce rôle, hein. Cesser de s'alimenter, c'est disparaître, mais pourtant on reste corps et on est de plus en plus visible parce qu'on fait peur. Cette image, elle est très forte, hein, de comme si ombre et lumière, combat en nous tout le temps, hein. Il y a la puissance Noir ou blanc, force pas de gris. et la force de mort, hein, et on est vraiment au cœur de l'existentiel pour moi avec ça. Oui, 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 complètement et elle est viscérale. La sensation de mort est viscérale, c'est même indescriptible, c'est, comme quand on dit: «Mon fils, ma bataille». On dit souvent Mmh. que les enfants, c'est nos tripes. Bah, là, cette pulsion de mort, elle était tripière, si on peut dire. Ouais. Elle était vraiment forte, j'avais aucunement peur de mourir, et c'est d'ailleurs face à la mort que j'ai repris mes esprits. C'est une fois que tu y es, que tu te rends compte ce que c'est. Mais on avait beau me sonner les l'alarme que je m'enfonçais et qu'il me restait plus grand chose, il y a rien qui faisait, parce qu'elle était plus là. Je reste avec là, tout de suite, la manière dont on peut être, fasciné et phagocyté en même temps par cette idée de mort, hein, dans ce que tu me racontes. C'est-à-dire Oui. vraiment, moi je me souviens avoir eu des épreuves de vie où je suis pas suicidaire, mais j'avais des pensées de me pendre sur mon balcon, il fallait que ça soit une mort violente, il fallait qu'on me voie. Comme si on avait besoin finalement de mettre notre souffrance, de la rendre En visible scène, du monde, hein. bien sûr. C'est exactement Beh, ça. d'ailleurs l'anorexie, alors je parle de la mienne, hein, parce que j'estime que chaque personne qui souffre d'anorexie
c'est jamais la même maladie. Donc là, le mot que je vais dire, c'est pour moi-même. Pour moi, l'anorexie, c'est une forme de lâcheté face à la mort. Parce qu'on se laisse mourir petit à petit, on inquiète tout le monde autour de soi, on souffre énormément, mais on passe pas à l'acte. Donc c'est vraiment une forme de, au final, de peur de la mort, mais par contre, je la ressentais pas à l'intérieur. J'avais pas peur de mourir parce que aussi j'avais ma mère de l'autre côté. Donc je vais aller la retrouver. Mais il y a quand même un côté où on veut vivre. Parce que, bah, on laisse passer le temps. 10 ans, c'est énorme. 10 ans de mort lente, c'est horrible. Donc, je dirais que c'est une lâcheté face à la mort. Mais encore une fois, je ne parle pas pour les autres parce que c'est toujours différent. Tous les comportements suicidaires ont tous des motivations différentes. C'est drôle que tu le dises comme ça parce que moi, ça me fait tout de suite écho. Alors pour avoir, navigué dans des eaux sombres, mais vraiment très profondes pendant plusieurs années, c'est plus que c'est la peur de la vie aussi, hein. C'est Ah, bien sûr. la peur d'être touché, d'être aimé. Il y a ça beaucoup dans ton ouvrage, cette quête d'amour avec une hypersensibilité parce que tu es Asperger, on en parlera de toute façon à un moment donné. Cette grande sensibilité, cette lucidité par rapport au monde, ce besoin de connexion authentique, de vérité, d'absolu et tu parles à un moment donné dans ton ouvrage d'être un ovni. Moi, je me suis dit pendant très longtemps, je disais que j'étais une extraterrestre et que je comprenais pas les codes de ce monde. Oui. Ça va mieux aujourd'hui, ça s'est apaisé, je comprends toujours pas. En réalité, j'ai beau être thérapeute depuis 18 ans et j'ai l'impression de faire une étude sociologique sans fin et de me dire: «Je comprends toujours pas les humains, mais Oui. ça me fascine». Et puis aujourd'hui, ça va plus du côté de la vie. C'est de regarder les processus de vie, la manière dont la vie cherche forme à l'intérieur de nous, hein. Elle cherche son chemin à se frayer passage finalement. Oui. Et moi, j'ai à cœur, maintenant que je sais que je suis Asperger, je vais avoir 37 ans et j'ai su que j'étais Asperger à 29 ans. Donc, durant mon anorexie, hein, parce que je voulais comprendre pourquoi mes comportements étaient de la sorte. Euh, Aujourd'hui, je suis déjà heureuse de le savoir. On m'a souvent posé cette question: «Salomé, est-ce que tu crois que je dois faire des tests? Salomé, est-ce que c'est bien de le savoir?» Moi, ça me paraît indispensable. Ça m'a fait énormément de bien de savoir qui j'étais. Et aujourd'hui, du coup, dans mes accompagnements, je sais que je suis profondément différente de la personne que j'écoute et du coup, j'essaie de lui distiller un petit peu de moi. Parce que je pense que des fois, de voir les choses différemment, bah, ça aide beaucoup. Et les gens, aujourd'hui, la majorité des personnes, elles ont tendance à être trop terre à terre, à pas réussir à prendre suffisamment de recul. Et moi, j'essaie d'apporter justement cette légèreté. Je sais pas si j'y arrive, mais en tout cas, ce côté très spirituel, parfois qu'on peut appeler alambiqué. Il y a beaucoup de personnes qui ont reproché à mon livre, enfin beaucoup, certaines personnes ont reproché à mon livre d'être trop compliqué dans les mots, trop compliqué dans les phrases, d'être trop métaphoré. Mais en fait, c'est comme ça, moi, que j'aime voir la vie. J'adore la mettre en métaphore. Ça lui donne beaucoup plus de corps et du coup, ça m'aide à la voir comme un jeu. Et il y a un début et une fin dans un jeu et le jeu, il est fait pour jouer. Et ça m'aide du coup à jouer mon rôle aujourd'hui. Savoir que la vie n'était qu'un jeu et après, il y aura autre chose et je retrouverai les gens que j'ai perdus. Je l'entends quand tu dis, j'entends jeu et jeu, hein. J'entends le jeu de la vie et comment, à l'occasion de ton processus finalement, à l'occasion de ton parcours initiatique et c'est encore et toujours, hein, jusqu'au dernier jour, on continuera à être initié par la vie, Oui, poli comme un diamant et j'avais ça vraiment en terminant ton ouvrage tout à l'heure, c'est vraiment comment tu t'es laissé polir, comment ça t'a pas laissé le choix. oui, C'est comment ça tu as pu, à l'occasion de ce jeu, de ce regard différent, te constituer «je», oui. devenir toi avec moi, on me dit souvent que j'ai des phrases, complexes ou trop poétiques ou trop lyriques. On me dit parfois: «Mais toi, tu es» non, je suis très ancrée, en fait. Je suis très perchée, très lucide, très sensible, il y a beaucoup de poésie dans ma manière de regarder le monde. Je suis très ancrée parce que j'ai traversé des épreuves aussi importantes, quoi. J'ai failli laisser ma peau plusieurs fois. Donc c'est vraiment Hem, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a ce jeu, ce Salomé cette Salomé qui s'est de plus en plus définie, qui a défini de plus en plus ses contours et encore une Ouais. fois, ça fait quelques mois, moi, que je t'ai rencontrée, hein, et j'ai aimé tout de suite ta sensibilité et puis ta précision, tes compétences absolument énormes. J'ai l'impression que l'émergence du jeu ou en tout cas la validation, l'affirmation ou la validation, les 2 de ce jeu, elle est assez centrale sur cette année-là que tu viens de passer. Oui, alors justement, j'allais rebondir sur, tu me parlais tout à l'heure de mes yogis et en fait, la construction du jeu,
c'est depuis que je suis près d'eux, en fait. C'est depuis que j'arrive dans leur champ de vision et qu'ils m'entendent, et qu'ils viennent me voir, en fait, ils constituent mon puzzle. Mmh. Et chaque âme maintenant qui vient vers moi se rajoute à mon corps et lui donne un peu plus de corps et me permet d'exister un peu plus fort. Et cette année, en plus, avec la création de mon entreprise sur l'alimentation carnivore, qui aide justement, toute personne désireuse de consommer réduite en glucides plus facilement, j'ai rajouté, heu, j'ai rajouté énormément de force et de poids à mon message. Oui, oui, ça vient ancrer, hein, et c'est très beau la manière dont tu le dis parce que moi je crois beaucoup à cette unité, c'est-à-dire on est des a priori des individus séparés, mais au fond, on vient tous de la même source et ça prend d c'est pour ça que mon présence sur ma chaîne prend un S majuscule. Oui. Présence, les présences, mais c'est aussi les singularités et moi c'est ce que je trouve très beau, c'est plus on assume notre singularité, plus on assume notre couleur et plus on va pouvoir rayonner, inspirer et faire corps, hein, Oui, d'ailleurs, faire corps, faire chair, du coup, c'est complètement en résonance avec, cette thématique de l'anorexie, de la boulimie, oui, comment le corps vient résonner oui. la rencontre avec l'autre aussi, hein. Oui, tout à fait, et ça m'a toujours aidée à ne pas retomber. Alors comme je dis à la fin de mon livre, je ne boirai plus la tasse. Oui, je ne boirai plus la tasse de l'anorexie, mais ça reste une très grande fragilité chez moi. Et le fait de les savoir tous là, besogneux de moi-même, forcément, ils me poussent aussi à continuer à grandir, à Mmh. m'épanouir, à prendre confiance, à prendre du poids, à prendre de la masse, et du coup, c'est pour ça, au final, mes yogis, c'est peut-être eux qui me sauvent chaque jour. Alors, sans doute que oui et en même temps l'un ne va pas sans l'autre. C'est parce que tu as fait le chemin de te sauver toi-même, encore une fois. Ouais, C'est très c'est très c'est très beau le courage que tu trouves, un courage comment tu trouves du cœur à l'ouvrage pour y aller malgré les peurs, quoi, pour aller, ouais. abbayonner. Florence, dans la première interview, parlait d'abbayonner, donc de faire son miel des expériences de vie et quand j'ai lu, ça, je ne sais plus quel est le nom. Les Abeilles. Oui. Moi, je suis allée aux Abeilles pour, faire ce chemin de croix. Je connaissais pas, mais comment tu as été, un peu contre toi, un peu Ah oui, à ne pas accepter profondément, ce qui se passait, à lutter, à être avec les autres, avec toute la difficulté, j'imagine, la honte aussi, bien la sûr. violence de venir contrer quelque chose en toi, hein. Ça a été ça Ces 4 jours ont été très difficiles, oui. C'est tout ce que je déteste. C'est aller loin de chez moi, aller dans un endroit où il y a des gens que je connais pas, dormir dans un lit que je connais pas, manger des choses dont je n'ai pas de maîtrise. Mais il y a eu une force en moi qui m'a poussée à aller là-bas et à vivre ces 4 jours, qui m'ont changée évidemment, qui ont fait partie de quelque chose dans mon histoire. là, il y a une deuxième bascule, hein, le bascule de l'entrée vers la traversée sombre. Oui, J'ai l'impression que ce moment-là, cette expérience que tu as choisi consciemment d'aller oui, d'inviter dans ta vie, ça a été une deuxième bascule vers la guérison pour oui. J'ai quand même replongé derrière. Il y a vraiment ces choses complètement cycliques. Ça dépend des rencontres, des émotions, mais bien sûr, et je pense que de toute façon, les rechutes n'auraient pas été évitées. Mais le fait d'être remontée grâce à certaines expériences que j'ai pu rencontrer, ça m'a permis de tomber moins bas. C'est comme si l'expérience me permet de monter, puis je pouvais du coup retomber parce que j'étais remontée. Donc oui, c'est vraiment pour moi une continuité. J'avais à traverser tout ça pour aujourd'hui ne plus retomber. dans cette traversée, qu'est-ce qui t'a semblé le plus difficile à lâcher? Est-ce que c'est la confusion, l'incertitude de finalement, qu'est-ce qui t'a semblé le plus difficile à lâcher de la dé définition que tu pouvais avoir de toi-même entre la Salomé, au bord du gouffre, qui cet appel à la vie qui flirte avec la mort, hein? Ouais, mais ça va être assez simple comme réponse. J'ai toujours dit, j'ai toujours fortement ressenti que frôler avec la mort, ça me gardait un peu proche de ma mère. Rester à la frontière de la vie et de la mort, c'est être proche d'elle. Si je m'éloigne de la frontière de la mort, forcément, je vais prendre la distance avec elle. Il y avait comme une profonde impression que plus j'étais maigre, plus j'étais proche de la mort et plus, elle pouvait, me contacter. Moi, je pouvais la toucher. Alors que non, évidemment que non, je ne pouvais pas la toucher. Et donc le plus difficile, ça a été ça, accepter sa mort, la laisser partir, cesser de vouloir m'accrocher à elle dans un monde où elle n'est pas. Donc c'était courir après un arc-en-ciel au final. D'accord.
Donc la traversée, c'est vraiment lâcher l'illusion que ce lien, en tout cas dans l'espace de la matière, dans l'espace 3D, ça a changé de forme et du coup tu pourras plus la retrouver C'est où ça. tu connaissais. En fait, il y a comme si je voulais moi aussi quitter la planète pour me retrouver dans son espace temporel, mais sans vraiment passer à l'acte. C'est vraiment cette image qui me vient, c'est je nage dans le Styx, mais je le remonte, donc déjà c'est dur. Toutes les autres âmes sont emportées dans l'autre sens et s'agrippent à moi et donc c'est encore plus dur et plus on passe du temps dans le Styx et plus on s'affaiblit et plus on vieillit et en fait, c'est comme si je nageais en disant: «Je vais la rejoindre, je vais la rejoindre», mais je me trompe de direction et je suis pas au bon endroit avec toutes mes forces. Aujourd'hui, ancrée en chair, en os, en neurones, et ben, c'est maintenant que je me rapproche le plus d'elle parce que je parle d'elle, parce que je transpire elle, parce que je fais revivre ses souvenirs avec la profonde conviction que je la retrouverai, mais quand ce sera mon vraie heure et que je me laisserai pas provoquer. Tu es constitué d'elle aussi, hein, c'est Ah oui, bah ça oui. tout ce que tu Oui, es, oui, oui, il y en a peut-être pas qui vont être touchés par ces mots-là et qui ne vont pas y croire, mais je l'entends, je la ressens. Il y a vraiment des moments forts comme ça dans la journée, je peux avoir des éclats de sanglots et je sais que c'est parce qu'elle est passée par là. Et si j'étais faible et d'ailleurs quand je l'étais, elle n'arrivait pas à rentrer dans ce contact-là. Aujourd'hui, pleine de force, pleine d'ancrage, pleine de bonheur et de joie de vivre toutes mes journées et toutes mes minutes, j'arrive à la ressentir et j'arrive à l'honorer, j'arrive à lui parler, j'arrive à sentir sa chaleur que je ne faisais pas avant puisque j'étais trop faible, trop maigre, j'avais froid, j'avais mal. oui. Je trouve que le parallèle entre la nourriture, l'alimentation, la nourriture, hein, ce qui nous permet d'être vivants en réalité et la traversée là, hein, elle est quand même assez puissante quoi. C'est émotionnel, spirituel, Bien sûr. autant l'alimentation. Et j'ai quand même envie de rebondir sur l'alimentation cétogène. Pourquoi cétogène, en fait, m'a sauvée et aujourd'hui, kéto-carnivore. Et là, c'est assez contradictoire. Très rapidement, je n'ai plus voulu de ce que je pouvais faire avec elle. C'est-à-dire, je ne peux pas vivre des choses si elle n'est pas là. Et du coup, pour m'alimenter, il fallait m'alimenter sans glucides. Parce que c'était bonbons, chocolat, pâtes, pain, sandwich. On mangeait pas forcément très équilibré, mais j'ai jamais eu de problème de poids, j'ai jamais eu de problème de santé. Donc c'était manger ce qu'on veut quand on veut. Et aujourd'hui, en diète cétogène, je mange ce que je n'ai jamais mangé auparavant. Donc en fait, en recouvrant la santé grâce à cétogène, en fait, je me suis créé une nouvelle histoire alimentaire. Je n'ai aucun souvenir de ce que je mange aujourd'hui que j'ai pu manger dans le passé. Et ça, pour moi, c'est salutaire. Je n'ai pas de nostalgie du coup, puisque j'ai créé moi-même mon histoire alimentaire cétogène et je n'ai pas du passé qui vient l'entacher ou qui vient m'amener de la nostalgie ou du manque, puisqu'il n'appartient qu'à moi-même. Oui, donc ça m'étonne pas que j'ai eu cette idée de phénix, pour moi c'est Oui. vraiment ça. Alors évidemment que ton parcours, c'est assez logique que le phénix apparaisse, mais c'est exactement ce que je ressentais, c'est-à-dire ce renouvellement de soi, moi, que j'ai vécu à plein de moments de ma vie. Mm. Un échange l'autre jour avec une amie qui me disait je disais: «Mais j'ai changé». Elle me disait: «On ne change pas, on évolue». Mais bien sûr que si, on change. Ah bah moi j'ai changé, hein, ah drastiquement, ça c'est sûr. Je suis plus du tout la Salomé d'avant et merci parce que la Salomé d'avant était souffrance, Eh bah oui. tellement de souffrance. Des fois je repense à elle et je lui dis bravo d'avoir tenu parce que je pense qu'il y a plus d'une fois où j'aurais pu flancher. Beaucoup trop de peur, phobie scolaire, peur de l'abandon, dépendance affective. C'était pas du surpoids, mais j'avais un problème avec mon corps. Oui. Aujourd'hui, je suis plus du tout la même, plus du tout. Quelle croyance tu as dû déconstruire pour, continuer à avancer dans les moments où c'était compliqué? Qu'on n'a pas besoin d'être 2 pour être heureux. Mon père m'a toujours dit, «Il te faut une moitié», Ah oui. heu, voilà, il peut pas vivre. De toute façon, mon père ne peut pas vivre seul. Quand ma maman est décédée, il s'est rapidement trouvé quelqu'un d'autre. Mais je lui en veux pas du tout parce que c'est une souffrance et lui, il l'a réparée comme ça. Moi, c'était l'anorexie. Je me suis mariée à l'anorexie pendant 10 ans. C'est cette croyance-là, c'est de se dire qu'en fait, ton bonheur t'appartient, rien qu'à toi. Ta réussite ne tient qu'à toi. Ta guérison ne tient qu'à toi et c'est ça qui m'a fait sortir du gouffre. Donc en fait, moi j'aime beaucoup dire dans mes accompagnements, ça fait des années que je dis ça, il est important de devenir la femme ou l'homme de sa vie, c'est-à-dire de Exact, passer on parlait d'égoïsme tout à l'heure, mais l'égoïsme sain, c'est-à-dire de se remplir d'amour, d'attention pour après pouvoir, exactement. Et diffuser sa donnée à l'extérieur. Ça passe déjà par se donner à soi.
Et c'est pour ça que moi et c'est pour ça que mon livre s'appelle Keto mon amour, parce que je me suis mariée à cétogène que je perçois comme un être, ni homme ni femme, qui m'accompagne chaque jour, à chaque repas, qui m'apaise, qui me nourrit, qui me guérit, qui me cajole, qui me réconforte. Et j'ai à travers et qui m'appartient qu'à moi toute seule, que je le maîtrise toute seule. Je n'ai besoin de personne pour m'approcher de cette chose, et que certains pourraient trouver ça fou que je parle comme ça d'une alimentation, mais pour moi, c'est bien plus. C'est un sauveur. Et je fais appel à lui dès que je le peux. Manger du gras, manger de la viande, bah, ça me rassure. Ça me rassure et ça me permet de continuer à vivre. Le retournement, elle est quand même assez, époustouflant, hein, quand on t'écoute, quand on connaît un peu les troubles alimentaires et particulièrement l'anorexie, même si l'anorexie, boulimie, tout ça, c'est un peu Oui. la même chose, mais il y a quand même un extrême dans l'anorexie. En fait, ce que je trouve absolument fou là-dedans, c'est comment et on trouve ça dans ton livre, vraiment, j'ai été, crudivore, végétarienne, j'ai basculé en céto il y a 8 mois, c'est fou comment, quand on transcende nos croyances, nos limites, on se renouvelle vraiment complètement et ça, c'est vraiment un message fort que j'ai envie de transmettre, hein. Tu es passé de la peur du gras, je mange pas de les animaux non plus, je mange pas de viande, à, l'extrême inverse et comment ça s'est fait cette bascule? Comment tu as réussi toi à est-ce que c'est devenu comme une évidence ou ça a été un chemin, pas à pas, j'imagine aussi? Alors, comment ça s'est fait? Je me suis mise non plus à écouter ma tête, mais mon corps. À partir du moment où j'ai décidé de lâcher, parce que mon corps me criait que ça n'allait pas et que j'ai frôlé la mort ce 13 juillet 2019 dans la nuit, parce que je mangeais que la nuit. Je mangeais pendant 2 heures, que la nuit, je mangeais, mais des grains de sable. Enfin, je veux dire, je mangeais rien et j'ai failli m'étouffer avec rien. Et donc j'ai failli mourir, étouffée dans moi-même parce que, bah, j'avais plus assez de muscles pour tousser. Et donc le 14 juillet, j'ai décidé de passer en cétogène. Donc là, c'est parce que mon corps me criait, «C'est maintenant ou jamais ma grande, c'est si tu veux mourir, tu peux là». Et en fait, le chemin a fait que alors non sans mal, hein, beaucoup de pleurs, hein, pendant la première année où il faut se réalimenter, mais j'ai simplement repris connexion à mon corps. C'est-à-dire que j'ai appris, enfin, ou même j'ai appris, parce que je n'ai jamais su parler avec mon corps, qu'est-ce qu'il veut, combien, en quelle quantité, combien de fois par jour, quelle température, et en fait, le chemin, c'est simplement que j'ai réécouté mon corps et je lui ai redonné les rênes jusqu'à maintenant. Maintenant, je suis en lion diet, donc je ne mange que du bœuf et la graisse de bœuf, mais c'est pas un choix de ma tête. Depuis ce 14 juillet 2019, j'ai décidé de laisser les rênes à mon corps et il me mène jusqu'ici et bon, je sais pas où il m'emmènera après, mais Oui, ce qui est important de voir, c'est que ce sont des étapes, hein. On croit souvent qu'il y a une ligne d'arrivée, ouais, un jour, on va être stabilisé dans quelque chose. Non, la vie, c'est du mouvement, c'est du renouvellement permanent, c'est la mort et la vie dans nos mêmes espaces, c'est les saisons. exactement. Je dis souvent d'ailleurs qu'il n'y a pas de vie sans mort, que ce soit même pour les animaux, pour les plantes, pour les insectes, que dans la vie nous-mêmes. Il y a forcément de la mort dans la vie, puisque par exemple nous-mêmes, pour vivre, nous avons besoin d'apoptose, mourir, faire mourir nos cellules pour en renouveler. Donc nous mourons un peu chaque jour et nous revivons un peu chaque jour. Et nous voyons partir des gens que nous aimons, mais parce que c'est leur destin et que nous, il n'est pas là où on aimerait qu'il soit. C'est l'acceptation, en fait. De toute façon, j'ai toujours dit que la guérison passait par l'acceptation et si aujourd'hui les gens sont malades, c'est parce qu'il y a un refus de quelque chose. De dire, de manger, de lâcher, de vivre. Si tu es pas bien dans ta vie, c'est que tu refuses quelque chose. Demande-toi ce que c'est et apprends à accepter cette chose et quand la paix s'installe en toi, bah, la maladie s'envole. Que ce que tu dis là me renvoie à la question suivante, et elle va être peut-être en 2 étapes et en même temps l'un répond avec l'autre, mais quelle relation tu entretiens aujourd'hui avec le contrôle et la résistance? Toi qui as été dans un contrôle extrême, la vie se fait avec nous, hein, donc il faut bien s'engager. Il y a une Ouais, différence entre c'est ça. contrôle et engagement. Comment tu vois ça toi aujourd'hui? Alors justement, moi, le contrôle, je le vois comme un balisage. Je mets les balises, je mets des sécurités à droite, à gauche et je fais l'expérience. Donc en fait, il y a un lâcher-prise dans le contrôle, mais j'ai besoin de ce contrôle au départ, en amont. Savoir à quelle heure, savoir où, savoir comment, savoir pourquoi. Il y a vraiment un fort besoin de comprendre et de projeter, en fait, de projeter. Mais après, forte de cétogène, je suis, à la hauteur pour vivre l'expérience telle qu'elle doit être vécue, n'importe laquelle, hein. Ça peut être prendre la voiture.
bah, il faut que je sache à quelle heure, il faut que je sache que j'ai bien mangé, il faut que je sache que je suis à jour, il faut que je sache que ma maison soit propre. Si jamais je ne devais ne pas revenir, je veux que les gens qui retournent chez moi se retrouvent dans des lieux agréables. Mais par contre, bah voilà, une fois que je prends le volant, je vis l'expérience, mais rassurée parce que j'ai bien mangé, parce que j'ai bien travaillé, parce que j'ai fait mon pilates et mon yoga le matin, donc je suis physiquement apte à réagir. C'est un exemple pour prendre la voiture, mais voilà, le contrôle pour que l'événement, pour que l'expérience se fasse dans la meilleure des conditions. Pour moi, c'est plus prendre soin que du contrôle, c'est-à-dire que tu as balisé ce qui était important pour toi pour être Exact. dans la sécurité suffisante. Tu as raison, c'est prendre soin, ce que je n'ai pas souvent fait. Je me suis beaucoup flagellée et culpabilisée aujourd'hui. Maintenant que je sais que je suis Asperger et que j'ai besoin et que j'ai des TOC, bah, en fait, je les vois plus comme des choses négatives. Je lui dis: «Ça te fait du bien de faire ça? Bah, fais-le, il y a pas de souci». Comme je le dirais à quelqu'un ou à un enfant: «Tu as besoin de ça? Bon, bah, d'accord et ben, on le fait. Tu as besoin de lire encore une histoire de plus avant d'aller au lit? Très bien, je te la lis». C'est un peu la même idée, tu as raison, c'est du soin. J'écoute mes besoins et si mes besoins, c'est d'anticiper et de préparer et de sécuriser, bah, oui, parce que ça ne m'empêche pas de vivre ce que j'ai à vivre. Je veux plus dire non à la vie, en fait, c'est ça. C'est on vit dans un monde où tout est normatif, où tout est on met des étiquettes absolument partout, plutôt que de regarder la singularité. Quand je prépare mes interviews, je reste avec les personnes en fond, hein. C'est vraiment comme si le lien se nourrissait avant et je me disais: «Mais en fait, moi quand j'aime beaucoup conduire, mais quand j'ai besoin d'aller dans un nouveau lieu et je ne sais pas comment je vais pouvoir me garer, par exemple, il m'est arrivé de prendre des repères et d'aller regarder un peu avant, Ouais, bien m'assurer de comment est l'endroit, est-ce que je vais trouver une place et avant je me disais: «Oh là là, ma pauvre fille, hein» et maintenant je me dis: «Mais en fait, tu as besoin de ça, c'est bien». ouais, exactement. Réaliser simplement et tant mieux en fait, c'est bien que ça se passe comme ça. Mais en fait, du coup, c'est comme je le disais, c'est une connexion au corps. Mon contrôle, c'est pour apaiser un corps. Mmh. Parce que mon corps s'exprime, mon ventre se serre, ma respiration se coupe, mes mains et mes pieds deviennent froids. Et en fait, pour apaiser ce corps, je mets en place du contrôle et des routines. Donc c'est toujours pour le bien-être de mon corps que j'ai beaucoup trop malmené avant. Et c'est pas en malmenant son corps qu'on ira bien loin, puisque c'est notre moitié sur terre. C'est peut-être plus une discipline qu'un contrôle, une discipline encore une fois pour aller dans le sens de tes sécurités. Oui. C'est différent de le voir comme ça. C'est une discipline, mais il y a de la discipline et d'autres, c'est, des balises qui peuvent venir ou s'en aller. Tout va dépendre un peu de l'état émotionnel. Il y a une discipline comme, ma marche, mon yoga, mon pilates, mes repas, tout ça, c'est des disciplines et ça me permet d'être, bien ancrée, d'être en forme et de me sentir, en sécurité et après, il y a des choses qui peuvent aller et venir. C'est plus des disciplines, mais ça dépend de mon état de fatigue, mon état émotionnel, de l'heure qu'il est aussi dans la journée. Je peux avoir besoin de plus de choses à la tombée de la nuit que si je sors en journée. Donc ça varie. Tu vois, je trouve vraiment précieux qu'on puisse, insister sur ce message de il y a pas de règles. On a le droit de prendre des repères, d'aller faire 3 fois le tour du pâté de maison pour bien être sûr de l'endroit où on va Bien sûr. et c'est pas grave. Ce que tu disais aussi m'a touchée parce que moi, à chaque fois que je pars, même si je pars 2 jours, hein, j'ai besoin que ma maison soit propre et je me dis toujours: «Propre et bien rangée» et je me dis toujours: «Si je reviens pas». Exact. Moi J'ai aussi. jamais entendu quelqu'un qui le pensait comme ça. À chaque fois que je dis: «Ah oui, tu penses à la mort?» bah, je pense pas spécialement à la mort, mais la réalité, c'est que ça peut s'arrêter Oui. et je me dis: «Si quelqu'un arrive derrière moi et que je ne suis plus là et ben, au moins la maison sera à peu près rangée, à peu près propre». Ouais, c'est ça. Donc c'est touchant ça aussi. Et je sais que ça, j'y ai pensé très fort quand j'étais très malade Mmh. et que je devais sortir. Je devais sortir et je sais que ma maison était propre et c'est comme si je savais que je n'en reviendrais bientôt plus. Je me rapprochais du gouffre, hein et c'était fort criant chez moi ça. Mmh. D'où l'importance de mettre du sens, tu vois? Plutôt que de sortir de ces habitudes qu'on a d'être, je pense au DSM 4, Attitude of 5, ça je sais plus où on en est, que je déteste, hein, j'ai jamais lu ça, mais je suis pas du tout à mettre des étiquettes, c'est tout l'inverse dans ma manière de regarder les humains et de plus en plus, plutôt d'ouvrir, donc c'est le DSM 4 qui est, un peu une référence au niveau des troubles mentaux, des maladies mentales, voilà, qui vient étiqueter, plutôt que de donner du sens à notre dynamique, à ce dont on a besoin pour être, des hommes et des femmes debout. Oui, du moment que tes tocs, routines, réflexes ne t'apportent pas de mal, bah, vis-les à fond, en fait. Du moment que ça ne t'handicape pas, vis-le à fond. Par contre, si ça te fait mal
si ça te pèse, si ça te stresse d'avoir ça, c'est là où il faut aller chercher le pourquoi et le guérir. Mais aujourd'hui, moi, mes tops, je veux pas m'en défaire. Ils me dérangent absolument pas, ils me vont bien, je me sens bien comme ça. Oui, c'est en gestalt-thérapie, on parle de créativité, hein, la créativité dans l'existence, comment on devient créatif et d'ailleurs j'étais avec ça ce matin, en lien avec toi, de cette résilience que demande le parcours qui est le tien, mais le parcours humain en général, nos parcours de vie. C'est la résilience, c'est comment on fait appel à nos forces créatrices. C'est nos forces de vie derrière qui s'expriment. Ouais. De voir, nos travers, nos spécificités, nos atypismes, plutôt comme des forces, Mmh. comme notre manière singulière d'habiter, le monde, plutôt que comme des traits qu'il faudrait gommer pour rentrer dans une case, bien attendue, bien lisse, hein. Oui. Surtout que je pense quand même que ces tocs ou ces réflexes ou ces routines, en fait, elles t'ancrent dans le présent. Moi, je vis pleinement ces moments posés, ces moments anticipés, ces moments choisis, ben, je les vis pleinement. Même si c'est une banalité, comme, voilà, nettoyer, 2 fois mon plan de travail avant d'aller au lit, mon plan de travail de cuisine, par exemple. Bah, on peut certains pourraient dire: «Mais tu l'as déjà lavé il y a 5 minutes» et moi, ça me fait du bien de savoir que c'est bien propre et ben, je suis pleinement dans l'action de nettoyer et du coup, je médite. Comment cette neuroatypie, cette vision, particulière du monde, ta singularité, cette couleur, elle vient influencer le regard que tu portes sur la vie aujourd'hui? Tu en as un peu parlé tout à l'heure, mais comment ça vient nourrir et en même temps, j'ai un peu une réponse qui vient, mais j'ai envie de Moi, j'ai une image qui vient. oui, Je sais pas si ça répond à ta question, mais moi, mon caractère Asperger, c'est comme si je regardais un tableau, donc la vie par exemple, hein, et quelqu'un d'autre à côté de moi qui n'est pas Asperger regarde le même tableau. Ben moi, je vais voir ce qu'il y a au très, très premier plan et ce qu'il y a au quatrième plan et lui, il va voir l'image centrale, le plan du milieu, ce qu'on a cherché à lui montrer et moi, je vais voir un détail, pourquoi ça c'est là? Qu'est-ce que c'est? Et quelque chose de très loin qui n'est pas visible si tu fais pas attention. C'est comme ça que je peux voir la chose, c'est-à-dire que lui, il va regarder comme ça et moi, je vais regarder comme ça. Mais pourtant, on regarde le même tableau et ça, et ben, je vais en faire quelque chose. Ça va me servir. mmh, Mais par contre, je vais pouvoir voir des choses, qui vont peut-être sortir de l'idée générale, puisque ce qui est sur les côtés est souvent moins révélateur que ce qu'il y a au centre. Et moi, j'ai du mal à regarder au centre. Du moins, ça me demande plus d'efforts d'essayer de recentrer sur ce qu'on a voulu de moi que je regarde. oui, c'est une vision multidimensionnelle qu'on pourrait dire, hein. Oui. On parle souvent de penser en arborescence. Je vais voir quelque chose, ça va m'amener ailleurs et ça va me faire penser à quelque chose et souvent je fais des liens, des métaphores ou des corrélations et on me dit: «Mais où tu as été chercher ça?» Je vois pas de lien ou «Ah ouais, bah, tu es allé chercher loin» et ouais et moi c'est comme ça que ma mémoire elle fonctionne aussi. Quand c'est quelque chose de très très droit, de très logique ou de très rigide, des fois ça ne je ne le mémorise pas en fait. Je Mmh. n'ai pas fait de lien avec quelque chose qui m'a marqué moi-même ou qui est atypique. Oui, il y a des fulgurances dans ce mode de fonctionnement, hein. C'est-à-dire il y a vraiment j quelque chose qui est, voir, je parle de multidimension, toutes les structures, la 1re et puis celles qui sont derrière, Oui. la vision d'ensemble et en même C'est temps pour donner du sens, je crois. Je crois qu'à un point, s'il n'a pas de sens pour moi, il ne n'a pas de corps, il n'a pas de d'intérêt et du coup, je pense que mon cerveau le matérialise pas. Par mmh, contre, s'il y a un point et que ça me fait penser à quelque chose, ça rappelle quelque chose, ben là, ça peut faire partie de 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 ma façon de penser parce que ça a touché quelque chose en moi. quand je t'écoute, là, quand j'écoute le déroulé que l'on fait ensemble, je me dis que le cétogène, c'est comme l'arrivée d'une nouvelle autorité dans ta vie, la naissance d'une nouvelle autorité. Le cétogène est ce qu'il a permis, hein, c'est-à-dire de quelque chose qui était, heu, cet appel de la vie aux frontières de la mort à quelque Oui. chose de la vie pleine avec l'arrivée du cétogène. Alors je sais pas si derrière autorité tu mets ce que tu mets exactement, mais moi c'est plus, que j'ai rencontré je vais encore dire quelqu'un parce que pour moi c'est quelqu'un, c'est comme ça que j'ai écrit mon livre, c'était quelqu'un en fait, Keto. Quelqu'un qui enfin m'accordait de l'amour, de l'attention, de la chaleur et de l'affection. Juste pour moi, pour ce que je suis, sans, prendre en considération,
de ce que j'ai pu faire, de ce que je peux dire, sans rancune. Donc, une personne qui m'aime. Voilà. J'ai rencontré l'amour. C'est pas l'autorité, c'est l'amour. Et c'est très étrange, mais oui. Et je pense que c'est aussi l'amour de soi. Le fait de m'alimenter de quelque chose d'aussi pur que cétogène, heu, d'aussi bienveillant dans son organisme quand il est fait, de qualité, ben, c'est l'amour qu'il me donne et que je décide de me donner. Donc peut-être que l'autorité, c'est enfin, être moi-même, m'aimer moi-même, peut-être que c'est ça. Mais j'ai vraiment cette image que c'est maintenant que cétogène est dans ma vie et qu'il m'aime et qu'il me veut du bien, je peux que me donner du bien, en fait. Mmh. Je le voyais un peu comme ça, l'idée d'autorité, c'est-à-dire comme si, quelque chose qui est, comment on pourrait dire? Un pilier fondateur en toi, Ouais, a changé d'autorité, hein. Il y a quelque chose qui va du côté du vivant ouais. et ça prend cette forme-là, hein. Moi, je vois bien encore une fois ce que je vis depuis 8 mois avec le cétogène. 2 semaines avant, tu m'aurais dit: «Tu vas manger de la viande comme j'en mange aujourd'hui», je t'aurais dit: «C'est pas possible» et puis j'avais l'arthrose déformante et puis j'ai commencé à avoir de la mal au genou, j'avais les doigts qui se déformaient, je me disais: «Mais c'est pas possible, qu'est-ce qui est en train de se passer?» Et comme j'aime bien creuser les questions moi aussi et puis expérimenter, bah, je suis allée je n'ai plus de qui tourne, j'ai plus Bizarre. des choses à résoudre, mais en 8 mois, ça a été une révolution et une révolution qui est même venue réunifier les choses en moi de cette vie-là. Je voyais même pas les choses comme ça, c'est-à-dire que les 1res semaines, j'avais pas prévu de partir là-dessus, mais je crois que c'est important Oui, de le dire. Je voyais, la première fois que je suis allée acheter donc du beurre et mon morceau de viande, c'était un dimanche, ça m'a pris d'un coup, je suis allée au marché, je suis rentrée chez moi avec ce morceau de bœuf en me disant: «Comment je vais manger ça?» Et les premières semaines, je voyais vraiment le travail spirituel, on pourrait dire, qui était en train de se faire. C'est-à-dire à quel point d'un coup, je retrouvais le sacré de l'alimentation. Moi qui j'adore les animaux, j'ai vu que toi aussi. oui, Je voyais la bête qui avait donné sa vie et je voyais toute oui, l'interdépendance du système et j'avais une gratitude du sacré de la vie à travers cette vie qui me permettait de moi de totalement. et c'était incroyable parce que j'ai fait cette démarche pour des raisons de santé, comme j'imagine, très souvent et j'avais tout ça qui travaillait en fond. Mais ça a complètement, changé cette manière de regarder le vivant, de voir aussi comment je le dis comme ça, je me faisais passer pour une gentille en ne voulant pas manger les animaux parce quand on est gentil, on mange pas les animaux et que c'était une posture que je voyais pas, hein, posture Oui, complètement illusoire quoi, complètement oui, anti-vie d'une certaine manière. mais complètement. Je rebondis sur Saucarne. Saucarne, quand je vais pour découper de la graisse de bœuf, quand je vais pour, mettre, en sachet, quand j'ai tellement, tout ça, j'ai des ancêtres là qui m'accompagnent. Je vois la vie de l'animal, je le remercie 1000 fois de nourrir mes yogis, de me nourrir moi-même puisque je mange la graisse que je produis. Donc mais c'est totalement ça et avec le temps enfin pour moi ça a toujours été sacré l'alimentation, hein. Même en anorexie, hein, c'est un aliment est un aliment, un grain est un grain, enfin c'est pas rien, hein, ce qu'on met dans son corps. Donc il y avait déjà une grande conscience de ce qu'est la vie, la mort et tout ça. Mais aujourd'hui, oui, je suis gratitude face à ce que donnent les animaux pour nous. Oui, complètement. Et en plus, maintenant, aujourd'hui, je ne mange que ça. Donc, j'ai tout intérêt à les aimer, à les choyer, à les honorer, à les remercier, matin, midi, soir, même la nuit, même le jour. Ça, c'est sûr. Parce que ce que j'ai vu avec ça, c'est à quel point ça m'a fait dézinguer des fausses croyances, tu vois? J'avais la croyance moi aussi, hein, donc en mangeant cru, j'honorais, le vivant, j'aimais les belles couleurs des végétaux dans mon assiette, hein, enfin bon, voilà, tu vois? Oui. Les cures de jus, enfin bon, voilà, je suis allée dans des extrêmes avec ça. On confond la beauté d'un paysage et la beauté d'une assiette pour soi. Oui, Aujourd'hui, il faut manger du mort pour avoir la vie. Si tu manges le vivant, ça veut pas mourir. Donc ça va forcément se battre en toi. Et c'est pour ça que les aliments d'origine végétale sont plus nocifs que les aliments d'origine animale. Parce qu'ils sont en vie. Et c'est beau, ils sont en vie, mais je suis ravie qu'ils soient en vie, mais ils n'ont pas envie d'être mangés. Je ne mange pas des animaux ou des êtres vivants. Je les mange morts. Parce que c'est mort qui me donne tout ce qu'ils ont à me donner. Et un végétal, ça ne meurt jamais. Et même si tu as cuit ta salade, elle aura toujours les petites épines de lectine en elle pour se protéger.
Alors que le bœuf, bah, il a donné sa vie. Alors par contre, je veux pas qu'on le tue, de n'importe quelle façon, hein, parce que je vais le manger. Je veux qu'il soit en paix quand il part, mais il est sans défense et je peux récupérer tout ce que l'être humain a besoin pour vivre. Peut-être qu'un jour on fera une spéciale alimentation, en tout cas. Avec plaisir. J'ai vu tout ce que je rejetais, en fait. Finalement, à travers l'alimentation, toutes les croyances que j'avais, je rejetais toute une partie du vivant, Oui, toute une exactement. partie de la richesse de cette vie. Il faut le faire en conscience, bien sûr, il faut mettre de la conscience partout et de l'amour partout, mais en même temps, si je fais la guerre, si je suis en résistance contre quelque chose, ça va avoir des conséquences pour moi directement. Exactement. C'est exactement ce que tu dis, c'est le fameux refus dont je parlais tout à l'heure, l'acceptation et le refus. Celui qui se bat corps et âme pour ne pas manger de l'animal, il peut très bien développer une maladie. Ça doit pas être un effort. Donc je veux dire que je respecte certains véganes ou végétariens si ce n'est pas un effort. Par contre, si c'est un effort, oui, je veux réduire encore la viande, il faut que non, c'est une lutte. Ce n'est pas une lutte, la vie. Ton corps te dit exactement ce dont tu as besoin. Mais c'est très subtil, hein, si je peux me permettre, Salomé, parce que j'ai un long, long parcours de conscience et je le dis pas, voilà, c'est comme ça, mon chemin est câblé comme ça. J'ai cherché la vie. La vie était pulsée en moi vraiment de façon très forte. Je l'avais pas vue et je me suis dit: «OK, tu as adhéré à quelque chose, tu as compris des choses». Ça faisait j'ai écouté des heures et des heures et des heures de podcasts, d'enseignements, dont toi, mais pas que. Il y a des c'est absolument passionnant quand on rentre dans cet univers cétogène, de comprendre le métabolisme, de comprendre les vrais besoins. On est complètement à côté de la plaque. Moi, j'adore l'idée que je suis là pour réunifier les contraires et puis alors ça me fait rebondir tout de suite, je m'entends. Tu parlais de Salomé, de ton prénom, donc j'ai regardé un peu plus précisément ce merveilleux nom qui veut dire paix en hébreu. Mmh. Ouais, Peut-être, c'est ça. voilà, c'est Oui, tes origines aussi. Moi, j'ai oui. regardé un peu plus loin et je me suis dit: «Waouh, comment la vie est merveilleuse et tellement intelligente et tellement poétique». Mmh. Je vais le dire, donc Salomé, c'est la paix, hein, c'est dérivé de Shlomit, je ne sais pas si je prononce bien, Oui, non, donc dérivé de Shalom. Cette oui. époque, la paix, la pacifiée, la complète, je ne sais pas si tu avais cette information, sans doute. Mmh. Oui. Je trouve que l'idée d'être une pacifiée, une complète à partir de l'endroit où tu es aujourd'hui, c'est d'une beauté incroyable. Et alors, toujours pareil, shalom, Oui. réconciliation des contraires, harmonie retrouvée après le désordre. Et après avoir lu ton ouvrage, ce livre qui est tellement intime, tellement, on est avec toi au plus près quoi, au plus près de ton cœur, au plus près de ton âme, au plus près de Assez violemment d'ailleurs, des fois, je me disais, c'est enfin, bien après, puisqu'au moment où j'écris, c'est cathartique et je ne maîtrise rien. D'ailleurs, des fois, je me disais: «Mais il y a quelqu'un au-dessus de moi qui me souffle des choses tellement j'écris, j'écris, j'écris». Mais je sais que c'est noir. Enfin, c'est pas un livre drôle. N'allez pas voir ce livre si vous voulez voir parler de cétogène, c'est vraiment voilà, c'est mon histoire, mes douleurs et puis ma guérison. oui, je le montre juste, hein, je ferai un lien, donc voilà, j'ai fait des tonnes de pages et de notes. Voilà ce livre. Merci Vanessa. Mais très beau témoignage, c'est pas un enseignement, c'est vraiment, ton parcours intime, c'est plein de poésie, c'est plein de philosophie. Tu nous c'est comme si tu arrivais, cœur ouvert et puis tu nous livres vraiment tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est peut-être que ça plaira pas à tout le monde effectivement cette forme. Bien sûr, c'est normal. Je sais que mes formes poétiques, ne plaisent pas à tout le monde non plus, c'est pas grave. Chacun se retrouve et puis, voilà. Oui, bien sûr, hein, c'est la mer qu'on voit sur la couverture. J'ai nagé le Styx, je ne boirai plus la tasse et mon livre, c'est qu'une bouteille à la mer, hein. Celui qui veut l'attraper, il l'attrape, celui qui veut pas, il la prend pas, il y a aucun problème, il y a un message dedans, mais il est, je pense, aussi destiné à moi à la base, c'est ma guérison et s'il fait écho à quelqu'un d'autre, c'est merveilleux. Et tu vois cette idée de en me plongeant ce matin dans la signification de ce prénom que je trouve très joli. C'est beau Salomé, il y a le côté oriental là qui sonne, et quand j'ai lu Réconciliation des contraires, je dis: «Mais c'est tout le chemin que je fais», donc ça m'étonne pas que j'ai une connexion immédiate quand je t'ai vue. Je me suis dit: «Je l'aime cette femme, Mmh. j'adore ce qu'elle est». Je sais pas pourquoi, je te connaissais pas, je savais Mmh. pas à quel endroit ça résonnait, et tout à l'heure en marquant Réconciliation des contraires, c'est exactement le parcours que je fais, en moi et à l'extérieur. Est-ce que Ouais. de pouvoir permettre, aux personnes aussi
de regarder du côté de la vie, de regarder que même quand on est dans des contractions, dans des nœuds, dans des j'appelle ça les empêcheurs de vie, donc ça, c'est pas pour rien. Quand on des choses qui viennent nous empêcher de nous déployer, il y a toujours de la vie derrière, il y a toujours de l'amour, en fait, derrière ça. Bah, c'est un yogi, il y a ces choses qui nous empêchent d'être nous-mêmes de par l'éducation et les filtres, mais il y a toujours une deuxième façon d'être et c'est celle-ci vers quoi il faut tendre. Il faut vraiment sortir de cette zone qu'on appelle de confort, qui est une zone d'inconfort, qu'on accepte parce que c'est le connu, pour aller vers l'inconnu, pour pousser les lignes, dépasser les frontières. Et que de l'autre côté, ça peut jamais être pire que là où on est, parce que quand on s'engage dans cette voie, on s'engage avec le cœur. Est-ce que tu dirais que, heu, donc c'est une année de révolution, une année de grands changements, tu as déménagé, Oui, tu t'es associée avec Céline, oui, vous avez lancé Socarne qui est un boulot, moi je suis admirative, je vous l'ai déjà dit, écrit en 6 mois, de l'énergie que ça demande, alors tu vous faites plein de réels, comme ça tu communiques beaucoup sur les réseaux oui, et on vous voit travailler dernièrement, alors je vais avoir un peu de temps pour vous regarder, être en connexion avec vous, mais oui. fascinant et c'est une année ouais, de révolution complète que tu viens de vivre là. Ah oui, j'ai tout chamboulé dans ma vie. Je dépensais énormément d'argent. Je parle d'argent parce que j'ai toujours eu peur de manquer et que j'ai fait la fourmi. C'est-à-dire que moi, j'économise, 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 comme j'économise pour manger. Je sais que quand j'étais anorexique, je me disais: «Ah bah super, au moins je dépense pas trop d'argent dans l'alimentation». Toutes les excuses pour économiser étaient bonnes. Et là, j'ai dépensé toutes mes économies pour une cause en laquelle je crois fort, sans une once de peur. Donc déjà, ça ne me ressemble pas. Mmh. J'ai déménagé dans les Pyrénées, donc j'ai quitté, le proche de ma famille. Je double mon activité professionnelle, moi qui ai déjà très souvent peur de ne pas être à la hauteur, bah, là, je relève 2 défis en un et c'est avec cœur que je fais les 2. Donc oui, j'ai tout bouleversé et je pense que je me rapproche d'autant plus de ce que je suis puisque, bah, j'y arrive. Je me sens bien, je me sens alignée, ça va dans les mêmes sens que j'ai lancé au départ dans mes valeurs. Enfin, c'est moi, en fait. Socarne, c'est moi, Cétogène, c'est moi, la naturopathe, c'est moi et l'oreille amie, c'est moi. Alors c'est la première fois que je l'entends. C'est drôle parce que j'entends toujours, tu vas connaître, j'imagine que ça va te parler ce que je vais dire. J'entends toujours au-delà quoi, hein. C'est-à-dire j'entends les choses, puis après j'ai ou un sens poétique ou un sens initiatique et là, c'est la première fois que j'entends Socarne comme tellement incarné. J'imagine que c'était le choix que tu as fait aussi avec ce nom? Bien sûr. Et nous permet d'incarner ce qu'on est avec Céline. On est en diète carnivore, on prône le brut, le local, le bienveillant envers l'animal, la juste consommation de protéines et Socarne nous permet d'incarner, ce qu'on prône, ce qu'on dit, ce qu'on montre. Faites comme nous, incarnez votre diète. Donc oui, ça incarne profondément ce que je pense, de la santé de l'homme, qu'elle soit mentale ou physique. Je Mmh. sais que la dépression que j'ai rencontrée, des carences nutritionnelles et je ne rencontrerai plus aujourd'hui parce que j'incarne mon alimentation. Mmh. Et puis en même temps la densité de l'incarnation, hein. Ouais, Socarne, tellement incarné et tellement dense dans la matière, oui. ce corps de chair qui prend forme, hein. Alors il a vraiment des sens incroyables ce nom, parce qu'en fait à la base c'est Soka. La Soka, c'est la création de valeur. Et carne, évidemment, c'est la chair. Donc c'est créer de la valeur pour les autres à travers la chair, Mmh. donc à travers la vie, à travers l'animal, à travers, le 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 concret, le physique et évidemment c'est so carne en anglais, c'est tellement, incarné. C'est magnifique, hein, de voir la symbolique derrière aussi. C'est pour moi, c'est cette symbolique, alors évidemment, c'est très précieux pour moi. Moi, je fonctionne tout le temps avec de la symbolique et puis il y a toujours un double, triple sens que j'entends, que je perçois de plein de manières. Oui, Mais je crois que c'est vraiment cette chair-là qui donne le sens et l'ancrage au projet et qui permettent aux humains de s'ancrer encore un peu plus dans leur vie. Moi, je crois beaucoup à ça. mais oui, je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, je le disais tout à l'heure, la maladie, c'est le refus. La refus de Mmh. quelque chose. Et ben, je pense qu'aujourd'hui, la maladie, c'est le manque d'ancrage. C'est le manque de connexion à la terre, d'énergie qui circule de ton crâne jusqu'au bout de tes orteils et qui va au fond de la terre pour te libérer des tensions, des non-dits, du stress.
Et les gens manquent profondément d'ancrage. Ils sont trop dans leur tête, trop dans les écrans, trop dans la lumière bleue. Il n'y a pas assez de connexion, en fait, entre eux et leur corps, entre leur corps et la terre. Et la chair, quand tu manges de la chair, c'est comme si tu étais obligé de t'ancrer. C'est comme si tu avais quelque chose qui t'asseyait dans ta chaise. Tu deviens solide des reins. Et moi, j'ai toujours eu peur pour mes reins. J'ai eu sciatique sur sciatique quand j'étais très malade. J'avais un gros problème énergétique au niveau du chakra racine. L'anorexie, c'est un manque d'ancrage au niveau du bassin, du pubis, le fait d'être femme, le fait d'être être humain. Et à chaque fois que je mange de la viande, je sens que je prends du poids sur la terre. Et du coup, je m'ancre davantage. Donc, je suis plus forte face au vent, face aux marées, face aux événements. Donc oui, Saucarne aide à être ancré parce qu'il vous amène directement, facile à la consommation, de la viande. C'est de nouveau, hein, tu vois, en t'écoutant, je pense à la nostalgie de l'ailleurs dont on a du mal à guérir. On ne peut pas être profondément ancré dans cette réalité si on a la nostalgie de l'ailleurs, quoi. Ouais, exact. On peut le voir, de plein de manières, mais de la source, de Dieu, Oui, un passage aussi où tu parles de cet ancrage dans une certaine foi, une oui. foi en la vie et peut-être, en quelque chose de plus de supérieur, un Dieu effectivement, je sais pas quelle forme ça prend pour toi, mais pour moi, c'est vraiment tant qu'on n'a pas guéri de cette nostalgie de l'ailleurs, on ne peut pas être des humains complets, hein. On peut pas être Ah, mais ça, je suis 100% d'accord avec toi. Et moi, ça résonne en moi où toute ma vie, jusqu'à ce que ma maman décède, j'ai eu la nostalgie de mon père ou de ma mère. C'est-à-dire que mes parents se sont séparés, j'avais 9 ans. Bon, déjà avant, c'était compliqué parce que bah, la phobie scolaire et voilà, l'état d'anxiété permanent. Mais en plus, ensuite, c'était je suis jamais au bon endroit au bon moment. Quand je suis avec mon père, je voudrais être avec ma mère. Quand je suis avec ma mère, je voudrais être avec mon père. Quand je suis avec mon frère, je voudrais être avec ma sœur. Et cette nostalgie de là, tu n'es jamais bien où tu es, c'est une souffrance terrible que je ne vis plus aujourd'hui. Et je souhaite que personne ne vit ça. De toujours vouloir être ailleurs, c'est horrible. Donc ce que tu dis, ça me parle énormément. mmh. Est-ce que tu dirais que tu es guéri de cette nostalgie de l'ailleurs aujourd'hui? Tu pourrais le dire comme ça? Alors, en disant ça, je pense à guérir comme tu l'as Ouais, et ouais, ouais. 2 mots dans ton livre, j'ai trouvé ça très joli cette analogie, Mm. comme si c'est guérir, c'était arrêter d'être en guerre en fait, finalement. Ouais, Et exactement. tu n'es plus en guerre aujourd'hui? Oui, je pense que je suis plus en guerre. Mais pourquoi? Encore une fois, par la force des choses. Et c'est en cela que les départs servent. Ma maman est décédée, je pense qu'elle est partie pour me laisser vivre. Que sans elle, qu'avec elle, je ne pouvais pas vivre. C'est-à-dire que je restais dépendante, je restais l'enfant, je restais apeurée. Et grâce à son départ et à mon chemin, évidemment, aujourd'hui, je suis bien là où je suis parce que je n'ai besoin de personne. Parce que je n'ai plus cette personne qui m'est indispensable. C'est moi-même qui me suis indispensable. Donc, il n'y a plus rien qui me manque que moi-même, mais moi-même, je suis là. Et si des fois je m'oublie et que je me remets à souffrir et à être triste, je n'ai qu'à ouvrir les yeux et me dire, mais non, fais autre chose si ça va pas là. Prends du temps pour toi, va marcher, fais-toi un bain, mets-toi un film. En fait, il suffit que je me demande à moi-même ce que je voudrais pour être heureuse. Donc, il n'y a plus de nostalgie d'être ailleurs parce que le bonheur, il est à l'intérieur de moi maintenant. Oui. C'est ouais, on pourrait dire que tu es devenue une bonne mère et un bon père pour toi. Tu as Exactement, c'est exactement ça. Et je n'ai pas peur de le perdre, parce que si je le perds, bah, je me perds aussi et c'est que c'est mon heure et je m'envole. Donc, il y a cette sérénité de la vie parce que tu es l'unique indispensable à ta vie. merci, il y a beaucoup de beauté dans ce qu'on partage, hein. On parle à bâton rompu, ça va faire déjà 1 heure et demie qu'on est ensemble, je trouve ça. Ah ouais, ça tourne de fou. Bon, en même temps, je crois que là, quand on est parti, on pourrait ouvrir à parler des heures et c'est ce que j'adore dans ces espaces. J'ai relevé dans ton livre, une phrase où tu disais: «Oser parier sur l'avenir et l'idée de rencontrer son trésor». Je crois que tu as rencontré beaucoup de trésors cette année, Oh là là, oui. que j'avais envie de partager Mais, et 2e phrase que j'ai relevée, il y en a d'autres, hein, mais: «Ériger la plus belle demeure qui saura accueillir l'amour et le bonheur d'un cocon familial». Ça, je pense que les 2 se répondent. Je crois que et c'est drôle que tu me dises ces mots parce que c'est évidemment pas des phrases que j'ai retenues dans le flot de mon livre. Je ne sais plus tout ce que j'ai écrit et les deux choses que tu viens d'énoncer, c'est exactement ce que j'ai fait sur le plan de la matière. Alors que je sais très bien que cette phrase que tu viens d'énoncer sur la demeure, c'était mon corps à l'époque. oui, C'était ériger mon corps pour accueillir un cocon familial et c'était avoir un enfant.
par exemple, faire une famille. Et aujourd'hui, évidemment, ce n'est pas ça. Je ne peux pas avoir d'enfant. L'anorexie m'a enlevé cette chance. Mais par contre, j'ai créé ma famille, j'ai une maison maintenant, enfin, tout ce que tu viens d'évoquer, c'est Socarne qui me l'a amené depuis ma rencontre avec Céline et notre collaboration. Ma vie a totalement changé et c'est toi qui me fait prendre conscience de ça, que j'ai pu lancer des intentions dans mon livre et qu'au final, aujourd'hui, elles sont réalisées sur le plan de la matière. Comme si c'était presque prémonitoire sans t'en rendre compte. C'est-à-dire Exact. dans ton processus, dont tu as traversé Ouais. avec cette... Et ça aussi, c'est un message que j'ai envie d'envoyer. Moi, j'ai envie d'envoyer de la lumière partout. C'est parce qu'on traverse des tunnels sombres, qu'on est dans les profondeurs, que derrière vont émerger les choses les plus belles. Comme si tu Mais bien sûr. pressenti à partir de l'aspiration profonde de ton âme, de ton cœur, que c'était posé là. Tu as déjà posé l'intention sans t'en rendre compte, en fait. Exactement, exactement. De toute façon, moi, je dis très souvent on peut pas avoir la lumière sans ombre. On est obligé d'avoir des reliefs et des changements de variation de couleurs. Mais oui, et c'est des conseils que je donne très souvent en coaching, c'est pose des intentions, fais ton ikigai, fais ton tableau d'intention. Et je pense que je l'ai fait, moi, à travers ce livre, sans m'en rendre compte parce que c'était un besoin inné. Et voilà, je me posais pas la question, mais toujours sous métaphore parce que je ne voyais rien d'autre que le rétablissement de mon corps. Mais aujourd'hui, j'arrive à voir au-delà. J'arrive à voir des murs autour d'un corps, un foyer. C'est, ouais, c'était fou. Oui, oui, je trouve que c'est une magnifique intégration, hein. Ça arrive bientôt au terme de cette année 2025 de révolution. Ce serait quel mot pourrait venir définir l'année que tu viens de passer? Ou ton mot d'intégration à partir de vraiment de... C'est ça, la traversée, le renversement, toutes les bascules que tu as dû vivre. Il y Oui. aurait un mot ou une phrase, une Ouais, phrase qui pourrait, comme donner un titre à ton année, on pourrait bien faire ça, par exemple. oui. Ce serait un ensemble de mots et pour moi, ce serait mettre en pratique la construction qu'on a eue par le passé, c'est-à-dire passer à l'action. Arrêter de penser. En fait, arrêter d'observer et d'analyser. Si tu veux, moi, j'ai tendance c'est comme ça que j'accompagne aussi. Euh, je fais faire une suite d'actions qui est observer n'importe quelle problématique que ce soit. J'observe. Une fois que j'ai fait cette observation, je l'analyse, donc je la décortique. Une fois que je l'ai décortiquée, je planifie le changement. Et une fois que j'ai planifié le changement, c'est seulement là que je passe à l'action. Mais souvent, les gens, ils oublient une étape. Ils passent à l'action, mais ils n'ont pas observé ce qu'ils attendaient. Ou alors, ils observent, mais ils passent jamais à l'action. Mais parce qu'il leur manque des étapes. Et ben, je dirais que moi, cette année 2025, c'était l'action. C'est-à-dire que j'ai observé ces dernières années. J'ai analysé. J'ai analysé comment je fonctionnais, ce dont j'avais besoin. J'ai appris, j'ai compris, j'ai accepté. J'ai planifié. Peut-être que c'est mon livre qui m'a aidé à mettre les intentions, à planifier comment je vais m'y prendre, qu'est-ce que je vais faire. Et cette année, c'était bah vas-y, maintenant que tu as tout en main, tu plus le droit de renoncer, tu dois aller au bout. Et Socarne, je l'ai pensé avec Céline, je lui ai dit, faut qu'on fasse ça. Et ça nous a mené de bout en bout, mais je peux te donner des jours, de jour après jour, ça nous a amené à la faire déménager, me faire déménager, parce qu'encore une fois, on a dû se réunir au même endroit, mais je savais pas que j'allais la rejoindre. Mmh. Et c'était des évidences. On n'a jamais, pour le coup, posé d'intention dans tout ça. Chaque journée nous amenait sa solution au lendemain, et sa solution, c'était ça, et c'était d'accord, et c'était d'accord, et c'était d'accord, parce que nous deux, nous étions en mesure de relever les défis grâce à l'alimentation cétogène et à tout le travail qu'on avait effectué. Donc, je dirais que 2025, c'est simplement la concrétisation de ces 8 années passées d'observation, d'analyse et de planification. Oui, et en même temps, je crois qu'il y a un agencement divin, si je peux me permettre, Salomé. Ouais, Il y a nous et notre engagement et comment on répond à la vie. Et en même temps, il y a la vie. Et il y a les évidences, comme tu dis, qui font qu'à un moment donné, bah, les choses se mettent en place et puis on suit le mouvement. Moi, dans ce que tu dis là, moi, il y a un petit mantra qui m'aide beaucoup. C'est un peu le même que le tien, un petit peu différent, mais ça dit la même chose. C'est qu'est-ce qui est le réel, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je fais. Et c'est aussi oui, simple que ces 3 questions. C'est-à-dire faire un constat exactement. du contexte de la situation. Qu'est-ce que je veux et quel est le petit pas qui va me permettre d'aller un petit peu plus près de
de l'aspiration de mon cœur, de C'est ça. vivant pour moi. Si j'étais restée enfermée dans mes peurs, j'aurais pas ouvert ce camp et je serais toujours dans l'héros et je serais toujours juste en train de faire de la naturopathie, qui est ma passion, donc il n'y a aucun problème. Mais j'aurais renoncé à quelque chose qui nourrissait mes ambitions d'accompagner encore mieux les gens et même moi-même continuer à me faire grandir. Donc oui, c'était oui. Qu'est-ce que je veux? Je veux ça, donc je fais ça. En fait, c'était une évidence. Alors, on peut être complètement abattu par la vie, par moments, on peut être sous l'eau, tu as traversé des épreuves vraiment au bord du précipice. Tu dis 10 ans, hein, c'est quand même des temps Ouais, sous l'eau. ouais. Pourtant, il y a la lumière, et c'est aussi ça peut-être le message. La lumière est toujours présente au bout du tunnel. Voir, il est là dans le tunnel aussi, on ne le voit pas. Exactement. Mais bon, après, moi, je dis souvent que les épreuves les plus dures sont imposées aux âmes les plus fortes. Oui. Et cette phrase m'a beaucoup aidée. Très souvent, je me disais, si tu vis ça, c'est que tu es capable de t'en relever. Nous allons terminer doucement cet échange et du coup, je vais te poser ma question rituelle. Et si tu devais transmettre une clé, ta clé lumineuse, un bâton pèlerin, comme j'aime bien dire, c'est-à-dire pour faciliter le chemin des personnes qui nous écoutent, ce serait quoi ta clé à toi? Les gens se posent beaucoup de questions par peur. Et après, et s'il se passe ça, et si je fais comme ça, et. C'est souvent des questions qui n'ont pas de réponse. Ou du moins, la réponse, elle est là quand on est dans l'action, dans l'expérience, quand on a fait l'expérience de. Donc, la clé, c'est quand il y a des questions pour lesquelles on n'a pas de réponse tant qu'on n'a pas vécu, eh ben, il faut le vivre. Donc, il ne faut pas que ces questions nous bloquent à vivre la chose, mais que ces questions nous poussent à vivre la chose. Même si c'est des questions de peur, les réponses à ces peurs seront après avoir fait l'expérience de. Donc, il faut faire l'expérience. Vivre ce corps et cet esprit dans l'espace présent face à ces obstacles ou ces événements qui nous attendent. Et après, on verra où ça nous mène et nous aurons les réponses à nos questions. Ne pas rester paralysé face à ce que la vie nous offre, mais vivre. Et en même temps, tu as dû restaurer tes fondations pour arriver à passer à l'action comme tu l'as fait. Quand on est dans des moments vraiment de détresse, de désespérance absolue, qu'est-ce qui fait la bascule, cette poussée de vie, tu vois, concrètement, ça serait quoi pour faire ce petit pas? Et des moments, on n'y arrive pas. Et puis on s'encombre du coup en disant, on va s'en vouloir encore plus de ne pas réussir à passer à l'action, d'être complètement figé dans nos peurs, empêchés. Si l'expérience en elle-même ne peut pas être faite parce qu'il y a ces peurs, c'est que elle est trop éloignée de sa zone de confort. Ça peut être un rien. Dans ce cas-là, ce serait qu'est-ce qui te permet de tenir jusqu'à demain? Parce que dès qu'il y a un lendemain, il y a un nouvel espoir. Donc, qu'est-ce que tout de suite maintenant, il est envisageable pour toi de mettre en place, de faire? Et ça peut être dormir. Qu'est-ce que là, tout de suite maintenant, tu serais capable de faire pour pouvoir avancer? De garder en ligne de mire, en ligne d'horizon, finalement, C'est le besoin, de c'est soi. le besoin du corps. Ouais. Le besoin du corps. Qu'est-ce que ton corps est capable de faire maintenant, tout de suite? Et donne-lui ce dont il est capable et ce dont il a besoin. Et là, si les gens sont, et là, il y en a qui me disent, je ne sais pas de quoi j'ai besoin, je suis perdue. Dans ce cas-là, on se retourne, et je l'ai mis dans mon livre, la pyramide des besoins de Maslow. Sécurité, alimentation, euh, évacuation. Il y a 4 ou 5 besoins primaires qu'il faut honorer. S'alimenter, se réchauffer, se nettoyer. Enfin, voilà. Et si tu n'es pas capable de faire d'autre chose que ça, ben c'est déjà l'essentiel puisque ce sont les besoins primaires et c'est le premier niveau de la pyramide de Maslow. Et puis j'ai envie d'ajouter à ça, là, c'est très important ce que tu dis, c'est-à-dire que parfois nos émotions chahutent trop, parfois on ne sait plus, et là on peut revenir à cette base que tu Ouais, partages là, exactement. qui est tangible, qui est concrète, qui est Dormir, manger, déféquer, se réchauffer. Si t'as ça, t'es sauvé. l'incarnation, à à ce concret bien tangible là que tu partages. J'ai envie de rajouter la relation, parce que c'est le premier lien, c'est la relation à soi, ce que tu es en train d'évoquer pour moi, c'est ça, Je suis d'accord. connexion au cœur. De toute façon, tu ne réponds qu'à tes besoins que si tu es connecté à ces besoins. Donc forcément, il y a un besoin de connexion. Mais si tu n'arrives pas à faire la connexion, eh ben, dans le noir, donne-toi Oui. du sommeil, donne-toi à manger, donne-toi. Mais ça peut être la prochaine étape, mais de ne pas
de garder vivant ou essayer de ramener la vie sur l'idée que il y a des autres autour, il y a l'altérité, il y a des êtres qui peuvent être là, qui peuvent entendre, qui peuvent Que nous sommes grégaires. pas forcément oui, c'est ça, tu parles de tribu, vous parlez de tribus exoteriques, Ouais. cette idée de la tribu et c'est vraiment, Oui, parfois un autre être, c'est un chat, hein. exactement. Bah oui, hein, mon chat, il a été très On peut être précautionneux. tellement blessé dans nos liens, dans notre sécurité par rapport aux humains, notre sécurité relationnelle, que ça peut être les animaux aussi, le lien Mais je suis d'accord. au vivant, hein, quelque chose. Il y a même à un moment donné, je me rappelle quand que j'habitais seule et que j'étais encore très malade, j'avais mon chat, j'avais eu 2 rats, je voulais des oiseaux, je voulais des lapins, je voulais la vie chez moi en fait, parce que je l'avais pas à l'intérieur de mon cœur. Mais j'aurais pris tous les animaux de la planète. Ça aurait été l'Arche de Noé à la maison. Mais j'étais pas capable physiquement, donc évidemment, je l'ai pas fait. Et heureusement pour tous ces animaux. Mais oui, effectivement, il y a de l'espoir, qu'il y a l'autre, que l'autre c'est moi, que l'autre c'est une main tendue, que toi-même tu as des choses à apporter aux autres, évidemment. Et que nous faisons partie d'un tout. Ouais, ouais, Chaotique, certes, mais merveilleux aussi. oui. Merci beaucoup, Salomé. Merci Vanessa. Est-ce que peut-être tu as un mot à rajouter ou est-ce qu'on a déjà abordé beaucoup, beaucoup de choses aujourd'hui, hein? Déjà beaucoup de gratitude à toutes les personnes qui sont venues jusqu'à ce moment de la vidéo, évidemment, de m'avoir écouté parler, de peut-être avoir envie de me lire, de peut-être avoir envie de me suivre sur Instagram, de peut-être vouloir goûter du Sauternes. Tout ça, c'est pas du marketing, c'est pas du commerce. C'est ce que je suis, c'est mon âme, c'est ma chair, c'est mon histoire. Donc évidemment, très honorée de être touchée et je veux que mon histoire aide aux personnes en difficulté à croire en demain parce que quand on a vu partir la chair de sa chair, quand on a frôlé la mort pendant plus de 7 années, quand on s'est entendu dire qu'on se relèvera pas et qu'on est là aujourd'hui et qu'on tient, je suis juste un exemple et la force que je peux avoir, que des fois on me prête, qu'on me dit que tu es très forte, bah, vous avez tous la même. Chacun d'entre nous, on a tous la même, sauf qu'on n'en a pas encore conscience. Oui, c'est ça qui est inspirant, c'est d'aller trouver la pépite en chacun et en nous, évidemment. Ouais, De toujours garder en tête qu'il y a en nous un super pouvoir, une pépite à trouver, c'est ça. bien recouvert par les conditionnements, par les empêcheurs de vie, comme je le dis. Moi, j'aime beaucoup le dire comme ça. Voilà, faut aller débusquer le trésor qui est là et qui va nous Il permettre est là. de rayonner. Il est toujours. Exactement. Des fois, il faut du temps pour le trouver, mais il est là. Il faut jamais douter de ses forces parce que si moi j'y arrive, toi t'y arrives. En tout cas, je te remercie pour la confiance que tu m'accordes pour Zéro. ce moment vraiment en présence et qui prend toute sa chair encore plus avec toi là aujourd'hui. Je suis très touchée. Donc, merci pour cette confiance et puis pour ce partage qui a été très riche, très dense, euh, plein de matière. Merci beaucoup, Salomé. Je te dis, Merci Vanessa. Au revoir à tous. Merci beaucoup. mes chers amis, ainsi se termine ce rendez-vous en présence de Salomé Selouk. J'espère que vous avez trouvé toute la lumière dont vous aviez besoin à travers cet entretien. Et je vais rebondir, comme toujours, sur les mots de Salomé pour vous dire, écoutez, écoutez profondément votre corps, c'est votre allié, votre ami et votre allié. Et toi, âme amie, qui m'écoute, n'oublie jamais qu'en toi il y a un trésor, qu'en toi il y a des pépites, peut-être un diamant, et qu'il suffit juste d'aller le chercher. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.